La maison de la marieuse Agatha se dressait dans cette partie de la ville où les ruelles étroites s'écartaient de la place Saint-Marc comme des fissures sur un vieux miroir. Bastien marchait lentement, s'efforçant de ne pas souiller ses bottes neuves dans la boue. Les pluies de ces derniers jours avaient transformé le pavé en un bourbier de fumier et de pierres brisées. Au-dessus de sa tête séchait du linge tendu entre les maisons sur des cordes, et des gouttes tombaient sur ses épaules, laissant des taches sombres sur le velours bleu foncé de son pourpoint. Il s'arrêta devant une porte ornée d'une plaque de cuivre sur laquelle était gravé Agatha Morelli, arrangement de mariage et d'union d'affaires. Il resta là, contemplant son reflet dans le cuivre astiqué. 30 ans. Un visage encore exempt de rides, mais déjà marqué de cette empreinte que laisse la vie d'un bâtard de noble lignée. L'habitude de tenir le dos droit et le regard légèrement au-dessus de l'interlocuteur, comme s'il fallait constamment prouver son droit à l'existence. Il leva la main pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant. « Signor Bastien !» Une femme en robe noire à col montant le toisa d'un regard évaluateur. « Vous avez un quart d'heure de retard. C'est une mauvaise habitude pour un homme qui cherche une épouse. »« Signora Agatha. » Bastien ôta son chapeau à large bord et s'inclina. « J'ai tardé parce que je choisissais dans quel pourpoint faire la meilleure impression sur vous. Je ne suis pas une fiancée, signor. Vous n'avez pas besoin de m'impressionner. Entrez. » Il pénétra dans un corridor étroit qui sentait la cire et les herbes sèches. Agatha marchait devant, ses jupes bruissant sur le sol de pierre. Elle n'était plus jeune, une cinquantaine d'années, peut-être plus, mais elle se tenait comme si les années étaient ses alliés et non ses ennemis. Cheveux gris relevés sous une coiffe sombre, au cou une lourde chaîne avec un sceau, des mains fortes et laborieuses, d'une femme qui sait non seulement conseiller, mais aussi agir. Ils passèrent dans un petit salon. Ici régnait une odeur d'encre et de vieux papier. Les murs étaient couverts de gravures, blasons des familles nobles de la ville, entrelacés les uns aux autres en d'étranges combinaisons. Sur la table gisaient des rouleaux scellés à la cire, et plusieurs livres reliés de cuir. « Asseyez-vous. » Agatha désigna une chaise à haut dossier. « Et expliquez-moi sans détour pourquoi un homme de votre condition a soudain décidé qu'il lui fallait une épouse. Et pourquoi précisément maintenant, alors que la saison du carnaval bat déjà son plein. » Bastien s'assit, posant son chapeau sur ses genoux. Ses doigts se portèrent d'eux-mêmes vers les plumes sur les bords. Une habitude qu'il ne pouvait vaincre quand il était nerveux. « Vous avez sans doute entendu parler de mon frère, » commença-t-il, s'efforçant de garder une voix égale. « Le comte Alberto, le fils légitime de notre père, héritier du titre et des terres. J'en ai entendu parler. » Agatha versa du vin dans 2 gobelets et en poussa un vers lui. Jeune, en bonne santé, riche, récemment marié à la fille du duc de Ferrare. Une excellente alliance. Précisément. Bastien prit le gobelet mais ne but pas. Ce mariage a apporté à notre maison de nouvelles relations et de nouvelles obligations. Alberto est désormais impliqué dans la politique du duc. Il a besoin d'alliés, d'argent, d'influence. Et il s'est souvenu de moi, le frère illégitime à qui son père a laissé un petit domaine et assez d'or pour vivre sans travailler. Agatha but une gorgée de vin et plissa les yeux, mais pas assez pour avoir du poids à la cour. « Vous êtes bien informé ? » ?»« C'est mon métier, signor. » Bastien but enfin. Le vin était âpre, avec un arrière-goût d'amertume. « Alberto m'a fait une proposition que je ne pouvais refuser, » poursuivit-il, sentant les mots venir péniblement, comme s'ils soulevaient des pierres. « Il effacera mes dettes, m'assurera une place au conseil municipal et me reconnaîtra comme membre de la famille. Mais en échange, je dois épouser quelqu'un qui apportera un avantage à notre maison. De l'argent, des relations, ou, au moins,
une réputation. Et faire cela avant la fin de la saison du carnaval. Avant la fin de la saison, Agatha répéta et eut un sourire ironique. Cela vous donne environ 2 mois. Votre frère est soit très pressé, soit il veut voir comment vous vous débattez dans une situation impossible. Peut-être les deux. Agatha se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre se dessinait le toit de la maison voisine et un morceau de ciel couvert de nuages gris. Dites-moi franchement, signor Bastien, elle parlait sans se retourner. Pourquoi en avez-vous besoin? Une place au conseil? La reconnaissance de votre frère? Vous avez une maison, vous avez des moyens. Vous pourriez vivre tranquillement, sans vous mêler à ce jeu sordide. Bastien se tut. Il regardait ses mains, fortes, hâlées, avec une cicatrice au poignet droit, vestige d'une bagarre d'enfance avec Alberto. Ils s'étaient alors battus pour savoir qui monterait le premier sur le cheval de leur père. Alberto avait gagné, parce qu'il était légitime, parce qu'il en avait le droit. Et Bastien était resté debout dans la boue de l'écurie, serrant son poignet ensanglanté et haïssant le monde entier. « Parce que toute ma vie j'ai été celui qui reste à l'écart, » dit-il doucement. Le bâtard, l'enfant illégitime, celui dont on parle à mi-voix. Je suis las de cela. Je veux avoir un nom qui ne forcera pas les gens à détourner le regard. Agatha se retourna. Dans ses yeux se lisait quelque chose comme de la compréhension, mais sans pitié. « Un noble objectif » dit-elle en retournant à la table pour prendre l'un des rouleaux. « Mais le chemin qui y mène passe par le mariage. Et le mariage est une transaction, signor. Surtout pour un homme tel que vous. Vous ne pouvez offrir de titre. Vous ne pouvez offrir une réputation irréprochable. Tout ce que vous avez, c'est votre lien avec votre frère. Un peu d'or et, il faut vous le reconnaître, une apparence agréable. Merci du compliment. Ce n'est pas un compliment, c'est un fait. L'apparence est aussi une marchandise sur le marché matrimonial. Mais insuffisante pour attirer un parti vraiment avantageux, déclara Agatha en déroulant le parchemin. Et Bastien vit une liste de noms écrits d'une petite écriture. J'ai dressé une liste de candidates possibles. Elles ne sont pas aussi nombreuses que je l'aurais souhaité. Bastien se leva et s'approcha. Les noms dansaient devant ses yeux. Il en reconnaissait certains, d'autres lui étaient inconnus. Donna Lucia Veronese, veuve d'un marchand de tissus, dit Agatha en promenant son doigt le long des lignes. Riche, ambitieuse, elle veut entrer dans les cercles aristocratiques. Il lui faut un mari avec un titre, ou du moins une ombre de titre. Vous convenez? L'inconvénient, elle négocie avec plusieurs candidats à la fois. Cela semble encourageant. Ne m'interrompez pas. Donna Isabella di Montefiore, fille d'un chevalier appauvri. Éduquée, bien élevée, romantique. Son père doit de l'argent à la moitié de la ville. Il lui faut un mari qui éponge les dettes de la famille. Vous convenez à nouveau. Et l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que vous paierez non pour une épouse, mais pour un nom qui ne vaut déjà plus rien. Bastien ricana. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Lui, le bâtard, allait acheter le nom légitime d'une lignée appauvrie. Ensuite, poursuivit Agatha, la nièce du baron Santelli. C'est une option inattendue. Le baron est un homme influent, des relations à la cour, de l'argent. S'il consent à vous donner sa nièce en mariage, c'est qu'il a besoin de quelque chose de votre frère. La politique. Toujours la politique, signor. L'inconvénient, vous deviendrez un pion dans le jeu d'un autre. Je suis déjà un pion dans le jeu de mon frère. Alors vous serez doublement pion. Agatha reposa le rouleau et se versa encore du vin.
Il reste 2 autres options, dit-elle. Et pour la première fois, une fatigue perça dans sa voix. La première, une jeune fille d'une troupe d'artistes. Belle, spirituelle, libre. Mais un lien avec elle ruinerait définitivement votre réputation. Et la seconde? La seconde est une énigme. Lors des derniers bals masqués, est apparue une femme masquée qui ne danse avec personne et ne parle à personne. Nul ne sait qui elle est. Mais les rumeurs courent qu'elle cherche un mari. Riche, noble et prête à accepter des conditions non conventionnelles. Non conventionnelle? Personne ne sait lesquelles exactement, parce qu'elle disparaît sans dévoiler son visage. Bastien retourna à la table et s'assit. Sa tête tournait avec tous ses noms, ses conditions, ses inconvénients et ses avantages. Il se sentait comme sur un marché où lui-même était mis en vente. « Combien prenez-vous pour vos services, signora Agatha » demanda-t-il. « 10% de la dot, si le mariage se conclut, et 50 florins d'avance pour l'organisation des rencontres. »« C'est équitable, » dit Bastien, en sortant sa bourse et en déposant des pièces sur la table. Elles tintèrent doucement, comme un dernier espoir. « J'accepte. » Agatha ramassa les pièces et les rangea dans le tiroir de la table. « Alors nous commençons, signor Bastian, » dit-elle en le regardant avec le même sourire évaluateur. « Préparez-vous à une saison intéressante. Vous allez danser, sourire, faire des compliments et négocier. Vous allez mentir sur vos sentiments et faire semblant de ne pas souffrir. Et à la fin, si vous avez de la chance, vous obtiendrez une épouse qui vous supportera exactement autant que cela lui sera profitable. Vous encouragez toujours ainsi vos clients? Je dis la vérité. Dans mon métier, c'est une rareté. Alors appréciez-la. » Bastien se leva et mit son chapeau. « Quand aura lieu la première rencontre? »« Après-demain. Donna Lucia Veronese vous recevra chez elle à 3 heures de l'après-midi. Habillez-vous bien, mais sans ostentation. Soyez courtois, mais pas servile. Et souvenez-vous, elle vous considère comme une marchandise. Alors ne soyez pas surpris si elle vous demande de montrer vos dents. J'espère que c'est une plaisanterie. » À moitié. Bastien atteignit la porte, mais sur le seuil, il se retourna. « Dites-moi, signora Agatha, croyez-vous vous-même au mariage d'amour ?» Agatha leva la tête des papiers qu'elle avait déjà commencé à étaler. « Je crois au contrat, signor. L'amour est un luxe que seuls les très riches ou les très stupides peuvent se permettre. Et vous n'êtes ni l'un ni l'autre. » Bastien sourit. C'est agréable à entendre. Il sortit dans la rue. La pluie était passée, mais le ciel restait gris. Quelque part au loin sonnaient les cloches, l'office du soir à la cathédrale. Bastien marchait sur le pavé, contournant les flaques, et songeait qu'en 2 mois, il pourrait devenir l'époux d'une femme dont il ne connaissait même pas encore le nom. Ou rester ce qu'il avait toujours été, un bâtard qui se tient à l'écart pendant que le monde passe à côté de lui. Il enfonça ses mains dans ses poches et pressa le pas. Devant lui l'attendait une maison, vide et silencieuse, où personne ne l'attendait. Et après-demain, Donna Lucia, la riche veuve qui le considérerait comme un achat. La saison des mascarades avait commencé. La maison de Donna Lucia se dressait au bord du canal, là où l'eau reflétait non seulement le ciel, mais aussi l'or. Bastien avait aperçu cet or de loin déjà. Il brillait sur les grilles des balcons, sur le cadre de la porte d'entrée, sur la girouette en forme de navire. La maison était neuve, à 3 étages, bâtie en pierre claire qu'on faisait venir des carrières du nord. À côté se dressaient les demeures des vieilles familles patriciennes, noircies par le temps, avec des traces de blason au-dessus des entrées, désormais à moitié effacées. Mais la maison de Donna Lucia
étincelait comme une pièce neuve. Bastien s'arrêta devant la porte et passa la main sur son pourpoint. Velours vert sombre, sans broderie, mais avec de beaux boutons d'argent. Agatha lui avait ordonné de s'habiller modestement. Il s'était exécuté, bien qu'il se sentît dans cette tenue comme un parent pauvre venu quémander l'aumône. La porte fut ouverte par un domestique en livrée, habit écarlate à galons dorés, bas blancs, souliers cirés. Il toisa Bastien de haut en bas, comme pour évaluer s'il était assez bien pour cette maison. « Signor Bastien ?» demanda-t-il avec un léger mépris dans la voix. « Oui, Donna Lucia m'attend. »« Entrez. » Donna reçoit dans le jardin d'hiver. Bastien pénétra dans le vestibule. Ici flottait une odeur d'eau de rose et de cire précieuse. Le sol était dallé de marbre, noir et blanc, en damier. Au mur étaient accrochés des tableaux dans des cadres dorés. Portraits, paysages, scènes bibliques. Tout était neuf, tout était cher. Tout avait été acheté et non hérité. Le domestique le conduisit par un long couloir, puis en haut d'un escalier aux rampes sculptées. Au deuxième étage, il y avait encore plus de tableaux, encore plus de dorures. Bastien marchait en songeant à la somme d'argent qu'il fallait pour vivre ainsi, et au fait que cet argent était venu à Donna Lucia du commerce des étoffes, soie, velours, brocart. Son défunt mari avait été l'un des plus riches négociants de la ville, et après sa mort, tout lui était revenu. Le jardin d'hiver se révéla être une vaste pièce aux hautes fenêtres donnant sur le canal. Il y faisait chaud. Dans un coin se dressait une cheminée en faïence où brûlaient des bûches. Le long des murs grimpaient des plantes dans des pots d'argile. Lierre, romarin, quelques fleurs que Bastien ne connaissait pas. Cela sentait la terre et l'humidité. Donna Lucia était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle cousait quelque chose. Une étoffe blanche reposait sur ses genoux. L'aiguille scintillait dans ses mains. Lorsque Bastien entra, elle leva la tête et sourit. « Signor Bastien, » dit-elle, en déposant son ouvrage et en se levant. « Comme c'est aimable à vous d'être venu. » Bastien s'inclina. Donna Lucia était une femme d'une quarantaine d'années, peut-être un peu plus. Belle autrefois, elle était maintenant corpulente, avec un double menton, mais toujours séduisante. Ses cheveux sombres étaient relevés sous une coiffe, son cou orné de perles, grosses, régulières, précieuses. Une robe de velours bordeaux, à la taille une ceinture dorée. Elle avait l'air d'une femme qui connaissait sa valeur et celle de tout ce qui l'entourait. « Donna Lucia, merci d'avoir accepté de me recevoir, » dit Bastien, en s'efforçant de donner à sa voix un ton assuré. « Asseyez-vous, signor, » dit-elle en désignant le fauteuil en face. « Du thé ou du vin ?»« Du vin, si vous le permettez. » Elle frappa dans ses mains, et le même domestique apparut avec un plateau. 2 coupes, une carafe de vin, rouge, épais. Le domestique versa, posa le plateau sur la petite table et disparut. Donna Lucia prit sa coupe et but une gorgée sans quitter Bastien des yeux. « Señora Agatha m'a beaucoup parlé de vous, » dit-elle. « Un frère comte, des relations à la cour, de l'éducation, de bonnes manières. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi un homme de votre condition a soudain décidé de se marier. Et précisément, maintenant. » Bastien but une gorgée de vin. Il était légèrement sucré, avec un arrière-goût d'épices. « Chacun a ses raisons, Donna. Les miennes, la nécessité de consolider ma position dans la société. Vous aussi, si je comprends bien,
avez vos propres objectifs. Elle eut un sourire en croix. Direct, cela me plaît. Oui, j'ai des objectifs. Je veux que mes enfants, j'en ai 3 d'un premier mariage, aient accès à une société qui regarde les marchands comme des gens de seconde zone. J'ai besoin d'un mari avec un titre, ou du moins une ombre de titre. Je suis un bâtard, Donna, je n'ai pas de titre. Mais votre frère est comte, et vous portez son nom, même officieusement. C'est déjà quelque chose. Bastien posa sa coupe sur la table. Il commençait à comprendre où menait la conversation. « Qu'attendez-vous exactement du mariage, Donna Lucia ?» demanda-t-il. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre glissait une gondole, noire, ornée de sculptures, avec un gondolier en chemise rayée. « Je veux être acceptée, » dit-elle sans se retourner. Que les portes des maisons patriciennes s'ouvrent devant moi. Que mes filles épousent non pas des marchands, mais des nobles. Que mon fils puisse siéger au conseil. Pour cela, j'ai besoin d'un mari qui m'apporte un nom. Et que recevrai-je en échange? Elle se retourna. De l'argent, signor. Beaucoup d'argent. Je paierai vos dettes. Je vous assurerai un revenu qui vous permettra de vivre comme vous en avez l'habitude. Vous n'aurez plus à dépendre de votre frère. Cela semble attrayant. Mais il y a des conditions, dit Donna Lucia en revenant s'asseoir dans son fauteuil. J'attends que vous m'accompagniez à tous les événements importants. Bal, réception, mascarade. Vous me présenterez comme votre épouse. Vous me ferez rencontrer les personnes qu'il faut. Et vous vivrez dans cette maison. Ici? Oui. Je n'ai pas l'intention de déménager dans votre petit domaine. Cette maison est ma forteresse, et je ne la quitterai pas. Bastien garda le silence. Il s'imagina vivant ici, dans cette maison pleine d'or et de choses neuves, vivant aux côtés d'une femme qui le regardait comme un achat. « Donna Lucia, dit-il prudemment, qu'attendez-vous de moi en tant que mari? Je veux dire, sur le plan personnel. » Elle éclata de rire, fort, sans gêne. « Signor, je suis veuve, j'ai 43 ans. J'ai enterré un mari et mis au monde 3 enfants. Les relations personnelles ne m'intéressent plus. J'ai besoin d'un partenaire d'affaires. Vous serez mon visage en société et je serai votre porte-monnaie. Tout est honnête. » Bastien se leva. Il sentait quelque chose de lourd monter dans sa poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de pire, de l'humiliation. « Permettez-moi d'y réfléchir, Donna, » dit-il. « Bien sûr, » dit-elle en se levant également. « Mais pas trop longtemps. J'ai d'autres candidats. » D'autres? Signor Bastien, vous ne pensiez tout de même pas être le seul. Il y avait quelque chose comme de la pitié dans sa voix. Je suis une femme raisonnable. Je mène des négociations avec plusieurs hommes simultanément. L'un est le fils cadet d'un baron, l'autre, un marquis appauvri, le troisième, vous. L'un de vous acceptera mes conditions, et ce sera un marché équitable. Bastien hocha lentement la tête. Je comprends. Señora Agata m'a dit que vous étiez un homme intelligent. J'espère que vous comprendrez qu'il s'agit d'une proposition avantageuse. Elle le raccompagna jusqu'à la porte du jardin d'hiver. Un domestique attendait déjà dans le couloir pour le reconduire en bas. Bastien descendait l'escalier et sentait qu'à chaque marche, il respirait plus facilement. La maison l'écrasait de son or, de son luxe, de son commerce éhonté. À la porte, il se retourna. Donna Lucia se tenait en haut, près de la balustrade, et le regardait. « Signor Bastien, » l'interpella-t-elle, « réfléchissez bien. Dans notre monde, le mariage est toujours une transaction. Je propose simplement un prix honnête.
Il ne répondit pas. Il sortit dans la rue où l'obscurité commençait à tomber. Le canal était silencieux. L'eau reflétait les premières lumières aux fenêtres. Quelque part au loin, on chantait. Des marins ivres revenaient des navires. Bastien marchait le long du canal, et ses pensées s'embrouillaient dans sa tête. L'argent, la position, la liberté vis-à-vis de son frère. Tout cela était là, dans la maison de Donna Lucia, dans sa proposition. Mais à quel prix? Devenir un ornement, un visage qu'elle montrerait en société. Un mari sur le papier, mais pas en substance. Il s'arrêta près d'un pont et regarda l'eau. En bas flottaient des détritus, des copeaux, des feuilles, autre chose encore. Le courant emportait tout cela au loin, vers la mer. Le lendemain arriva une lettre de Señora Agata. Il reconnut son écriture dès l'enveloppe. Des lettres amples, écrites rapidement, de manière professionnelle. Bastien décacheta la lettre et lut. « Signor Bastien, Donna Lucia m'a envoyé un mot. Elle dit que vous avez fait bonne impression, mais que vous avez semblé indécis. Elle vous donne 3 jours de réflexion. Après cela, elle choisira l'un des 3 candidats et conclura un contrat. Mais je dois vous dire autre chose. Donna Lucia n'est pas la seule option. Si vous sentez que cette transaction n'est pas pour vous, nous avons d'autres candidates. Demain, je peux organiser une rencontre avec Donna Isabella di Montefiore. Elle est complètement différente. Réfléchissez et faites-le moi savoir. Agata Morelli. » Bastien plia la lettre et la posa sur la table. 3 jours. 3 jours pour décider s'il était prêt à vendre son nom, son visage, sa vie, pour de l'argent et une position. Il s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la rue, passait une femme avec un panier. Une simple citadine, en robe grise, avec un fichu sur la tête. Elle marchait lentement, avec lassitude, mais librement. Personne ne l'achetait. Personne ne marchandait pour elle. Bastien l'enviait. Le soir, il écrivit une réponse à Agata. « Organisez une rencontre avec Donna Isabella. Transmettez mon refus à Donna Lucia. » Il cacheta la lettre et la donna au domestique. Puis il s'assit près de la cheminée et regarda longtemps le feu. Il avait refusé l'argent, la sécurité, la solution simple. Mais il avait conservé quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être la dignité, peut-être simplement l'illusion qu'il était encore un homme, et non une marchandise sur le marché. Le lendemain matin arriva une nouvelle réponse d'Agata. Brève, comme toujours. Demain, à midi, le jardin du monastère de Sainte-Claire. Donna Isabella vous attend. Habillez-vous romantiquement. Elle aime la poésie. Bastien eut un sourire ironique. Romantiquement. Après Donna Lucia, cela sonnait presque comme une moquerie. Mais il irait. Parce que la saison du carnaval continuait et qu'il cherchait toujours une épouse. Le couvent de Sainte-Claire se dressait à la périphérie de la ville, là où les rues s'élargissaient et les maisons se faisaient plus rares. Bastien s'y rendait à pied. La journée était claire. La première vraiment ensoleillée depuis des semaines, et il avait envie de se dégourdir les jambes, de respirer un air sans odeur d'eau croupie, ni de fumée. Il s'était habillé comme Agathe le lui avait ordonné, romantiquement. Pourpoint de velours bleu sombre avec broderie d'argent au col, chemise blanche à manchettes de dentelle, cape courte. Une épée au côté, légère, d'apparat, pas cette lourde avec laquelle il arpentait les rues nocturnes. Sur la tête, un chapeau à plumes. Il se sentait un peu ridicule, comme un acteur jouant le rôle d'un galant amoureux dans une représentation de rue. Les portes du couvent étaient ouvertes. Derrière elles se dessinait une cour pavée de pierre, et plus loin, un jardin. Bastien passa devant la portière.
une vieille religieuse qui sommeillait sur un banc contre le mur et entra dans le jardin. Ici régnait le silence. Le jardin du couvent n'était pas comme les jardins urbains des riches. Aucune dorure, aucune statue, aucune fontaine. Simplement des allées de gravier, des plates-bandes d'herbes aromatiques, romarin, lavande, sauge, quelques vieux pommiers sous lesquels poussait l'herbe. Au centre, un petit bassin d'eau claire où nageaient des poissons rouges. Cela sentait la terre, les fleurs et quelque chose d'autre encore. La paix, peut-être. Donna Isabella était assise sur un banc de pierre sous un pommier. À ses côtés, une femme âgée en robe grise, compagne ou duègne. Isabella lisait un livre, un petit volume relié de cuir. Lorsque Bastien s'approcha, elle leva la tête et sourit. Il s'arrêta et oublia un instant pourquoi il était venu. Donna Isabella était jeune, 20 ans, pas plus. Visage pâle, fin, aux pommettes hautes et aux grands yeux sombres. Cheveux châtains, ramassés sous une simple coiffe, sans ornement. La robe aussi était simple, gris-bleu, de laine, sans dentelle, sans broderie. Au cou, une petite croix d'argent sur une chaînette. Aucune richesse, aucun éclat. Seulement la pureté, la modestie, et quelque chose d'autre encore, que Bastien ne pouvait nommer immédiatement. La dignité peut-être, ou la sérénité. « Signor Bastien ?» demanda-t-elle doucement. Il se souvint des bonnes manières et s'inclina. « Donna Isabella, je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. »« Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-elle en désignant le banc à côté d'elle. Bastien s'assit, laissant entre eux une distance convenable. La compagne restait immobile, comme une statue, regardant quelque part au loin. « Vous lisiez ?» Bastien fit un signe de tête vers le livre dans ses mains. « Oui, Pétrarque, les sonnets, » dit-elle en lui montrant la couverture. « Connaissez-vous sa poésie ?»« Je l'ai lu, » admit Bastien. « Il y a longtemps, dans ma jeunesse. Béni soit le jour, le mois, l'été, l'instant où je tournais pour la première fois mon regard vers ses beaux yeux. » Récita-t-elle de mémoire, et sa voix était douce, mélodieuse. « C'est beau, n'est-ce pas ?»« C'est beau, » acquiesça-t-il, mais triste. Pétrarque a aimé l'or toute sa vie, et elle ne lui a jamais rendu son amour. « Peut-être est-ce là que réside la beauté, » dit Isabella, en fermant le livre et en le posant sur ses genoux. Un amour qui reste amour, même s'il n'est pas partagé. C'est plus pur que tout le reste. Bastien la regarda plus attentivement. Dans ses paroles, il n'y avait pas de coquetterie, pas de jeu. Elle parlait sérieusement, comme si elle croyait vraiment ce qu'elle disait. « Vous êtes romantique, Donna Isabella, dit-il. Et vous ne l'êtes pas, Signor Bastian ? Je n'en suis pas sûr. Je pensais que oui. Mais ces derniers jours m'ont fait douter. » Elle inclina la tête, l'examinant. « Seigneur Agathe m'a parlé de votre situation, » dit-elle doucement. « Du fait que vous devez vous marier avant la fin de la saison. Du fait que votre frère vous a posé une condition. Et qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est triste. Se marier non par amour, mais par nécessité. Mais je comprends aussi que le monde est ainsi fait. Et je ne vous juge pas. » Bastien sourit. Pour la première fois depuis bien des jours, il sourit sincèrement. « Merci. C'est agréable à entendre. » Ils restèrent assis en silence. Quelque part dans le jardin, chantait un oiseau, avec entrain, joyeusement. Le vent bruissait dans les feuilles du pommier, et des ombres tombaient sur l'herbe. « Peut-être pourrions-nous nous promener ?» proposa Isabella.
Il y a une belle allée derrière le bassin. Ils se levèrent. La compagne les suivit à une distance respectueuse. Assez loin pour ne pas entendre la conversation, mais assez près pour respecter les convenances. L'allée était étroite, bordée de buis taillés. Sur les côtés poussaient des roses, pas encore fleuries, seulement avec les premiers boutons. Isabella marchait lentement, tenant ses mains sur sa jupe pour ne pas effleurer les buissons. « Parlez-moi de vous, signor Bastien, demanda-t-elle. Non pas de ce qui est écrit dans les papiers de l'entremetteuse, mais de ce qui est important pour vous. » Bastien réfléchit. Personne ne lui avait jamais posé cette question ainsi. J'ai passé ma vie à essayer de prouver que j'avais le droit d'exister, dit-il lentement. Être un bâtard, c'est être le rappel du péché d'autrui. Ma mère était servante dans la maison de mon père. Il ne l'aimait pas, mais il a pris ce qu'il voulait. Et puis, il l'a renvoyée avec une bourse d'argent et un enfant dans les bras. Cela a dû être difficile pour vous, dit Isabella, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Difficile, acquiesça-t-il. Mais mon père ne m'a pas complètement oublié. Il m'a donné une éducation, il m'a donné un domaine, il m'a donné des relations. Mais il ne m'a pas donné l'essentiel, le droit de me dire son fils sans honte. Et votre frère, Alberto? Bastien eut un sourire ironique. Nous étions amis dans l'enfance. Nous nous battions, nous jouions ensemble. Et puis nous avons grandi, et il est devenu comte, et moi, bâtard. Ce n'est pas un mauvais homme, simplement, il vit dans un autre monde. Dans un monde où tout est déterminé par votre naissance. Isabella s'arrêta près d'un rosier et toucha l'un des boutons. « Je vous comprends mieux que vous ne le pensez, » dit-elle doucement. « Mon père aussi a tout perdu. Il était chevalier, possédait des terres, avait un titre. Et puis, la guerre a commencé. Je ne me souviens plus contre qui. C'était il y a longtemps, quand j'étais petite. Mon père a combattu du côté des perdants. Les terres ont été confisquées, le titre est resté, mais il ne signifie plus rien. Nous vivons dans une vieille maison qui tombe en ruine. Nous n'avons pas d'argent pour les réparations, pour les domestiques, pour les vêtements. Tout ce que nous avons, c'est un nom. Le nom de Montefiore, se souvint Bastien de ce qu'avait dit Agatha. Une vieille famille respectable. Oui, un nom qui ne vaut rien sans argent. Ils continuèrent leur chemin. L'allée les mena à une petite rotonde, un pavillon circulaire à colonnes couverte de lierre. À l'intérieur se trouvait un banc. « Nous asseyons-nous » proposa Bastien. Ils s'assirent. La compagne resta dehors, à l'entrée de la rotonde. « Vous savez, » dit Isabella en regardant ses mains, « quand mon père m'a dit que je devais me marier, j'ai eu peur. Je pensais au mariage comme à quelque chose de merveilleux, comme dans les livres. Et il s'est avéré que ce n'était qu'une nécessité. Et ensuite, j'ai compris que peut-être ce n'était pas si terrible. Peut-être qu'on peut se marier par nécessité, et ensuite trouver quelque chose de vrai. La compréhension, l'amitié, le respect, et peut-être même l'amour. » Elle le regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit se serrer son cœur. L'espoir. Un espoir sincère et fragile. « Vous croyez en cela » demanda-t-il doucement. « Je veux y croire. » Bastien tendit la main et couvrit sa paume de la sienne. Elle ne retira pas sa main. Ils restèrent ainsi assis, dans le silence. Et Bastien sentit pour la première fois depuis longtemps que peut-être tout n'était pas si désespéré. Peut-être pouvait-il vraiment trouver
non pas simplement une épouse, mais une personne avec qui partager sa vie. Donna Isabella, commença-t-il, je ne peux pas vous promettre l'amour au premier regard, mais je peux vous promettre l'honnêteté, le respect et la tentative de construire quelque chose de bien. Elle sourit, pour la première fois de toute la rencontre, largement, ouvertement. C'est plus que ce que promettent les autres. Ils restèrent encore un peu dans la rotonde, parlant de livres, de musique, de la façon dont ils voyaient l'avenir. Isabella racontait une petite maison au bord de la mer, où l'on pourrait vivre tranquillement, sans l'agitation de la ville. Bastien parlait de son domaine, petit mais confortable, avec un jardin et une écurie. Quand le soleil commença à décliner vers le couchant, Isabella se leva. « Il faut que je parte, dit-elle. Mon père m'attend à la maison. Puis-je vous raccompagner ? Il vaut mieux pas. Mon père, c'est un homme strict. Il n'aime pas les surprises. » Bastien acquiesça. « Alors permettez-moi de vous revoir. » « Bien sûr. La signola Agatha arrangera une rencontre. » Ils sortirent de la rotonde. La compagne attendait déjà à la sortie du jardin. Isabella s'arrêta près du portail et se retourna. « Signor Bastien, merci pour cette journée. »« Merci à vous, » donna Isabella. Elle partit, et il resta debout près du portail, la suivant du regard. Dans sa poitrine, il y avait de la chaleur, presque du bonheur. Il rentra chez lui en pensant que peut-être il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le lendemain, arriva une lettre d'Agatha. Brève. Le père de Donna Isabella veut vous rencontrer. Demain, chez lui, à 3 heures. Bastien se réjouit. Cela signifiait que tout allait bien. Cela signifiait que le père était prêt à discuter des conditions. La maison de Montefiore se dressait dans le vieux quartier, là où autrefois vivait la noblesse. Maintenant, c'était calme et délabré. La maison était grande, à 3 étages, mais on voyait qu'elle n'était plus entretenue depuis longtemps. Le crépi s'effritait, la grille du balcon était rouillée, le toit s'était effondré par endroits. Bastien frappa. La porte fut ouverte par un vieux domestique en livrée élimée. « Signor Bastien, entrez. Le maître vous attend dans son cabinet. » À l'intérieur, c'était encore plus triste. De longs couloirs avec des tapisseries décolorées aux murs. Des meubles anciens, autrefois de qualité, maintenant fendillés. Une odeur renfermée et de poussière. Le cabinet du père d'Isabella était au 2e étage. Une petite pièce avec une seule fenêtre, encombrée de livres et de papiers. Derrière le bureau était assis un homme âgé, maigre, aux cheveux gris, le visage creusé de rides. Le signor de Montefiore. Il se leva quand Bastien entra. « Signor Bastien, » dit-il sans sourire. « Asseyez-vous. » Bastien s'assit. Sur le bureau se trouvait une pile de papiers. « Ma fille m'a parlé de votre rencontre, » commença le signor de Montefiore. « Elle dit que vous lui avez plu. »« Elle m'a plu également, signor. »« Bien. Alors parlons franchement, » dit-il en prenant la feuille du dessus de la pile. « Voici la liste de mes dettes. Je dois 3000 florins à la banque des Médicis, 1000 de plus à l'usurier de la ville, à divers marchands, fournisseurs, artisans. Au total, environ 1500. Total, 5500 florins. » Bastien resta silencieux. La somme était énorme. « Si vous épousez ma fille, » continua le signor, « vous obtiendrez le nom de Montefiore, un nom ancien et respectable. Mais en échange, vous devez régler ces dettes. » « Toutes ?»« Toutes. C'est la condition du mariage. » Bastien regardait la liste. Les chiffres dansaient devant ses yeux.
Permettez-moi d'intervenir et d'expliquer ce que signifiaient ces 5500 florins. Imaginez, une belle maison à Venise coûtait 1500 florins. Un artisan qualifié gagnait 50 florins par an, s'il avait de la chance. Un artiste de niveau moyen recevait 20 florins pour une fresque commandée et considérait cela comme un succès. La somme mentionnée par le seigneur di Montefiore équivalait à environ 110 années de vie d'un homme ordinaire, ou à 3 palais en pierre sur le Grand Canal. Mais voici ce qui est plus important. Le système de dette en Italie au XVIe siècle n'était pas simplement une économie, c'était une toile d'araignée, dont des familles entières ne pouvaient pas s'échapper pendant des générations. Les banques Médicis, Fugger, les prêteurs vénitiens, prêtaient de l'argent à 10, 15, parfois 20% d'intérêt par an. Si vous empruntiez 1000, au bout de 5 ans, vous deviez 2000. Les aristocrates vivaient largement, car c'était l'honneur de leur lignée qui l'exigeait, et ils en payaient le prix avec leurs filles. Isabella est née déjà endettée. Son père a contracté son premier crédit quand elle avait 3 ans. Chaque année, la dette augmentait, s'enveloppait d'intérêts, devenait un monstre qui dévorait l'avenir. Et le seul moyen de tuer ce monstre était de vendre la fille à celui qui avait de l'argent. Une arithmétique cynique? Oui. Mais c'est ainsi que fonctionnait le monde dans lequel vivait Bastien. Et quand il regardait cette liste, il ne voyait pas seulement des chiffres. Il voyait la vie d'Isabella, emballée dans un livre de contes. Et Isabella, elle est au courant? Bien sûr qu'elle est au courant. C'est ma fille. Elle comprend son devoir envers la famille. Son devoir, répéta Bastien à voix basse. Oui, signore. Le devoir. Dans notre monde, nous devons tous quelque chose à quelqu'un, dit le signor di Montefiore, avec calme, sans émotion. Je dois à mes créanciers. Isabella me doit. Vous devez à votre frère. C'est ainsi que fonctionne la vie. Bastien se leva. Ses mains tremblaient, et il les serra en poing pour que cela ne se voie pas. Alors, la rencontre d'hier, les conversations sur Pétrarque, sur la maison au bord de la mer. Tout cela n'était qu'une comédie. Une comédie? Le signor fronça les sourcils. Non, signore. Ma fille vous a parlé avec sincérité. Mais elle comprend aussi la réalité. Elle épousera celui qui éteindra nos dettes. C'est son obligation. Et les sentiments? Les sentiments viennent avec le temps, ou ne viennent pas. Cela n'a pas d'importance. Bastien se dirigea vers la porte. Je vais y réfléchir, signore. Ne réfléchissez pas trop longtemps. J'ai un autre candidat. Il est prêt à payer. Bastien sortit de la maison, et l'air froid le frappa au visage comme une gifle. Il marcha vite, presque en courant, jusqu'à ce qu'il arrive au canal. Là, il s'arrêta et regarda longuement l'eau. Le romantisme, la poésie, l'espoir. Tout cela n'était que mensonge. Une transaction de plus, simplement, joliment emballée. Isabella savait. Elle avait toujours su que son père présenterait la facture. Et elle jouait un rôle, celui d'une jeune fille romantique et rêveuse, qui croit en l'amour, parce que cela fait partie de la marchandise que son père vend. Bastien sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya le visage. Ses yeux brûlaient, mais il ne pleurait pas. Il était simplement fatigué. Le soir, il écrivit à Agatha. « Transmettez au signor di Montefiore mon refus. » Il cacheta la lettre et l'envoya par messager. Puis il s'assit près de la fenêtre et regarda la ville, où dans chaque maison quelqu'un vendait quelqu'un d'autre. Pendant 3 jours, Bastien ne sortit pas de chez lui. Le domestique apportait la nourriture, le vin, le bois pour la cheminée. Bastien restait assis près de la fenêtre et regardait la rue où se déroulait la vie ordinaire. Les marchands poussaient leurs charrettes, les moines se hâtaient vers l'office, les enfants jouaient dans la boue. Il les enviait tous. Il ne cherchait pas d'épouse,
Ils vivaient simplement. Le 4e jour, Agatha arriva. Seule, sans prévenir. Le domestique annonça que la signora Morelli attendait en bas, et Bastien descendit sans prendre la peine de se coiffer. Elle se tenait dans son petit salon, examinant un tableau au mur, une scène de chasse, héritage de son père. « Signor Bastien, dit-elle sans se retourner, vous avez une mine épouvantable. Merci pour le compliment. » Ce n'est pas un compliment, c'est un diagnostic, dit-elle en se tournant vers lui. Vous avez 2 échecs d'affilée. Ce n'est pas la fin du monde. Pour vous, peut-être, dit Bastien en s'affaissant dans un fauteuil. Pour moi, cela commence à ressembler à une fatalité. Agatha s'approcha et s'assit en face de lui. Écoutez-moi attentivement, dit-elle d'une voix sévère, presque maternelle. Donna Lucia voulait acheter un titre. Le signor di Montefiore voulait vendre sa fille. C'est désagréable, mais c'est la réalité. Vous ne rêvez pas convenu, non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que vous n'êtes pas prêt à accepter de telles conditions. Et cela, signore, parle en votre faveur. En ma faveur, je me retrouve sans fiancé et sans temps. Vous avez encore du temps. Et j'ai une proposition qui pourrait tout changer. Bastien leva la tête. Laquelle? Agatha sortit de son sac une lettre pliée et la posa sur la table entre eux. Le baron Santelli. Vous connaissez ce nom? J'en ai entendu parler. C'est un conseiller du duc. Un homme influent? Très influent. Il possède des terres au nord, a des relations à la cour. Sa parole décide du sort de bien des gens, dit Agatha lentement, lui laissant le temps de comprendre l'importance. Il a une nièce, Donna Lavinia, 22 ans, belle, cultivée, bien élevée. Officiellement, elle vit dans sa maison et tient son ménage, mais tout le monde sait que le baron lui cherche un mari. Et pourquoi un tel parti devrait-il s'intéresser à moi? Parce que le baron m'a envoyé cette lettre il y a 3 jours, dit Agatha en tapotant le papier du doigt. Il demande à organiser une rencontre entre vous et sa nièce, lors d'un bal masqué qui aura lieu après-demain au Palazzo Contarini. Bastien prit la lettre et la déplia. L'écriture était nette, autoritaire. Signora Agatha, j'ai entendu parler du signor Bastien. Son lien avec le comte Alberto pourrait être utile. Organisez une rencontre avec ma nièce. Nous discuterons des conditions plus tard. Que signifie le lien pourrait être utile? Demanda Bastien. Cela signifie que le baron ne s'intéresse pas à vous personnellement, mais à votre frère, dit Agatha, sans adoucir la vérité. Le comte Alberto est marié à la fille du duc de Ferrare. Cela fait de lui une figure importante dans les jeux politiques. Le baron veut peut-être, à travers vous, obtenir un accès à votre frère. Donc, je suis encore un pion. Peut-être. Mais réfléchissez, c'est le baron Santelli. Si vous épousez sa nièce, vous n'obtiendrez pas seulement un nom et de l'argent, vous obtiendrez le pouvoir, l'influence, une place dans la société dont vous n'avez même pas osé rêver. Bastien resta silencieux, relisant la lettre. Et la nièce, elle connaît les plans de son oncle? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle sait, peut-être pas. Mais c'est votre chance de sortir vainqueur de ce jeu. Bastien replia la lettre et la reposa sur la table. Organisez la rencontre. Agatha sourit. Pour la première fois depuis le début de leur relation, elle sourit sincèrement. Une sage décision. Préparez-vous bien. Ce pourrait être la rencontre la plus importante de votre vie. Le bal masqué au palais Contarini était l'un des événements majeurs de la saison. Bastien s'y rendit dans une voiture de louage, car il ne possédait pas d'équipage personnel. La voiture s'arrêta devant l'entrée, et il en descendit, ajustant sur son visage un masque, noir, simple, couvrant la moitié supérieure du visage.
Il avait revêtu ce qu'il avait de mieux. Un juste au corps de velours bordeaux foncé, brodé d'or, une chemise blanche à jabot de dentelle, une culotte noire et de hautes bottes, une cape, courte, avec une agrafe dorée, une épée au côté, véritable, de combat. Lors des bals masqués, tout pouvait arriver. Le palais était inondé de lumière. Des centaines de bougies brûlaient aux fenêtres, et la musique se déversait au dehors. Violon, luth, flûte. Bastien gravit le large escalier et entra dans la salle. Tout ce qui faisait d'un bal masqué un bal masqué s'y trouvait. Des gens en masque, simples et élaborés, noirs et dorés, avec des plumes et sans. Des femmes en robe de soie et de velours, au décolleté découvrant les épaules. Des hommes en juste au corps de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des serviteurs circulaient avec du vin et des amuse-bouches. Dans un coin, un orchestre jouait, et quelques couples dansaient. Une danse lente, fluide, où les partenaires évoluaient en se touchant à peine. Bastien prit un verre de vin et se retira près d'une colonne. Agatha avait dit que Donna Lavinia porterait un masque argenté et une robe verte. Il la cherchait des yeux parmi la foule. « Signor Bastien ?» Il se retourna. Près de lui se tenait une femme au masque argenté, ornée de minuscules perles. Une robe verte, de soie épaisse, au décolleté profond. Des cheveux sombres, relevés en une coiffure haute avec quelques boucles retombant sur les épaules. « Donna Lavinia ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Mon oncle m'a dit que je vous reconnaîtrais à votre juste au corps bordeaux. Il ne s'est pas trompé. » Sa voix était grave, légèrement rauque, agréable. « Puis-je vous inviter à faire quelques pas ?» proposa Bastien. « Il y a trop de bruit ici pour converser. » « Avec plaisir. » Ils sortirent sur la terrasse. Il y faisait plus frais et plus calme. Des lanternes éclairaient les balustrades de marbre, derrière lesquelles on apercevait un jardin, sombre, avec des silhouettes d'arbres. Lavinia s'accouda à la balustrade et regarda en bas. « C'est beau, n'est-ce pas ?»« Très, » répondit Bastien, en se plaçant à ses côtés. « Bien que je préfère la lumière du jour. Aux chandelles, tout semble irréel. Mais c'est précisément le but d'un bal masqué, créer une illusion, dit-elle, en se tournant vers lui. Est-ce la première fois que vous assistez à ce genre d'événement? Non, mais d'ordinaire, je n'y cherche pas une épouse. Elle rit. Direct, cela me plaît. Ils restèrent silencieux, écoutant la musique qui leur parvenait de la salle. Votre oncle a écrit à l'entremetteuse qu'il souhaitait une rencontre, commença Bastien. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je le lui ai demandé, répondit Lavinia. J'ai entendu parler de vous, du fait que vous êtes le bâtard du comte Alberto, du fait que vous cherchez une épouse. Cela a piqué ma curiosité. Votre curiosité? Oui. D'ordinaire, les hommes qui viennent me courtiser veulent mon argent ou les relations de mon oncle. Or, vous possédez déjà l'un et l'autre, par l'intermédiaire de votre frère. Donc, vous avez besoin d'autre chose. Bastien eut un sourire en coin. Vous êtes perspicace, Donna. J'ai grandi dans la maison d'un homme politique. J'ai appris à lire les gens. Et qu'avez-vous lu en moi? Lavinia inclina la tête, l'examinant. De la fierté et de la lassitude. Vous êtes là de devoir prouver votre droit à l'existence. Exact. Ils poursuivirent leur conversation, sur les livres que Lavinia aimait, sur la musique, sur les voyages. Elle était intelligente, spirituelle, de commerce agréable. Bastien sentait la tension se dissiper, commençait à croire que, peut-être, cette fois-ci, les choses se passeraient différemment. « Allons-nous dans le jardin ?» proposa-t-elle. « Il y a un kiosque avec une fontaine, un endroit très romantique. »
Ils descendirent les marches de la terrasse et s'engagèrent sur une allée de gravier. Le jardin était vaste, à l'abandon, avec de grands arbres projetant des ombres. Quelque part, l'eau murmurait. Le kiosque se trouvait au fond du jardin, circulaire, avec des colonnes enlacées de lierre. Au centre, une fontaine d'où l'eau coulait doucement dans une vasque de pierre. Lavinia s'assit sur un banc de pierre à l'intérieur du kiosque. « Asseyez-vous, signor Bastien. » Il s'assit à ses côtés. « Je dois avouer, donna Lavinia, que vous ne ressemblez pas aux prétendantes que j'ai rencontrées auparavant. »« Et dois-je leur ressembler ?»« Non, c'est juste que je suis agréablement surpris. »« Moi aussi, » dit-elle en se tournant vers lui. « Vous ne ressemblez pas aux chercheurs de partis avantageux typiques. Parce que je ne cherche pas un avantage. Je cherche une issue. » À quoi? À ma condition de bâtard, à ma dépendance envers mon frère, au sentiment que je n'ai pas droit à ma propre vie. Lavinia tendit la main et effleura sa joue. C'est un lourd fardeau. Oui. Soudain, il entendit des pas. Lourds, assurés. Quelqu'un marchait sur l'allée vers le kiosque. De l'obscurité émergea un homme au masque noir et au juste au corps noir. Grand, large d'épaules, avec des cheveux grisonnants. « Lavinia, dit-il, laisse-nous. » Elle se leva, sans regarder Bastien, et sortit du kiosque. Bastien se leva également, posant instinctivement la main sur la garde de son épée. L'homme retira son masque. Son visage était sévère, creusé de rides, avec un menton lourd et des yeux gris perçants. « Le baron Santelli » dit Bastien sans poser de questions. Il le savait. « Oui, signor Bastien. Asseyez-vous. Nous devons parler. » Bastien ne s'assit pas. « De quoi ? De votre avenir, » dit le baron, en entrant dans le kiosque et en s'appuyant sur le rebord de la fontaine. « Ma nièce vous a plu ? Oui. Bien. Elle aussi est satisfaite de vous. Cela simplifie les choses. Quelle chose ? » Le baron eut un sourire en coin. « Ne jouez pas les naïfs, signor. Vous comprenez qu'un mariage avec Lavinia n'est pas simplement un mariage. C'est une alliance. Une alliance politique. Je m'en doutais. Alors vous devinez aussi ce dont j'ai besoin de votre part, dit le baron en s'approchant. Votre frère, le comte Alberto, se trouve actuellement dans une position très avantageuse. Il est marié à la fille du duc de Ferrare. Il a accès à la cour ducale, à ses décisions, à ses projets. J'ai besoin de ces informations. Bastien sentit un froid l'envahir. Vous voulez que j'espionne mon frère ? Pas espionner, simplement partager des informations. Vous êtes son frère. Il vous fait confiance. Vous pouvez apprendre ce dont j'ai besoin et me le transmettre. En échange, je vous donnerai tout. Un nom, la richesse, l'influence. Et Lavinia pour épouse. Et si je refuse ? Le baron haussa les épaules. Alors vous repartirez d'ici les mains vides, sans fiancé, sans soutien, sans avenir. Votre frère tiendra-t-il sa promesse de régler vos dettes ? Vous donnera-t-il un siège au conseil ? Je ne crois pas. Il s'est servi de vous pour se divertir, en vous regardant vous débattre à la recherche d'une épouse. Bastien resta immobile. Les mots du baron frappaient comme des coups. « Réfléchissez, signor », reprit le baron, d'une voix plus douce à présent, presque amicale. Ce n'est pas une trahison. C'est simplement un arrangement raisonnable. Vous obtenez tout ce que vous vouliez. J'obtiens les informations dont j'ai besoin. Alberto ne perdra rien. Il ne saura même pas. Tout le monde sera satisfait. Sauf moi. Pourquoi ? Vous vivrez dans le luxe, avec une belle épouse, avec une position dans la société. Mais sans honneur. Le baron éclata de rire, bref, sec.
L'honneur, signor, est un luxe que seuls les riches peuvent se permettre. Vous n'êtes pas riche. Vous êtes un bâtard qui tente de survivre. Choisissez l'honneur ou la vie. Bastien regarda le baron, puis le jardin, où dans l'obscurité se tenait Lavinia, attendant l'issue de la conversation. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Toute la soirée, toutes les conversations, tous les regards, tout faisait partie du plan de son oncle. « Je choisis la vie », dit Bastien lentement. « Mais pas votre version de la vie, baron. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie du pavillon. « Vous le regretterez, signor Bastien, » lui lança le baron. « Sans moi, vous n'êtes rien. » Bastien ne se retourna pas. Il marcha le long de l'allée sombre, passa devant Lavinia qui le regardait avec quelque chose comme du regret, passa devant les lanternes, la musique et les rires. Il sortit du palazzo, et là une voiture est partie. Chez lui, il s'assit près de la cheminée et contempla longuement le feu. Il avait refusé le pouvoir, l'influence, tout ce qu'il aurait pu obtenir. Pourquoi? Pour un honneur abstrait? Pour ne pas trahir un frère qu'il avait lui-même utilisé comme un pion? Mais il ne pouvait pas. Ne pouvait pas devenir un espion, ne pouvait pas marchander des informations, ne pouvait pas se vendre définitivement. La saison du carnaval se poursuivait, et Bastien resta seul, sans fiancé, sans avenir, mais avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il ressentait, avec lui-même. Agatha vint le lendemain du bal masqué. Bastien ne fut même pas surpris. Elle apparaissait toujours quand il touchait le fond. Il était assis dans un fauteuil près de la cheminée éteinte, toujours vêtu du juste au corps de la veille. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il était simplement resté assis, à regarder dans le vide. « Signor Bastia », dit Agatha en entrant sans frapper, comme toujours. « Vous avez l'air d'un homme qui a refusé une fortune ?»« J'ai refusé une fortune. »« Je sais. Le baron Santelli a déjà envoyé des lettres. Maintenant, toute la ville sait que vous avez rejeté son offre. Certains disent que vous êtes un noble imbécile. D'autres, simplement un imbécile. Et vous, qu'en pensez-vous » Agatha s'assit en face de lui, sans attendre d'invitation. « Je pense que vous êtes un homme de principe. C'est rare. Et c'est un problème. » « Un problème ?»« Oui, parce qu'il nous reste moins d'1 mois avant la fin de la saison. 3 candidates, 3 échecs. Les options s'épuisent, signor. Elles s'épuisent rapidement. » Bastien leva enfin la tête et la regarda. Alors peut-être est-il temps d'admettre la défaite, de vous rendre l'avance et de mettre fin à cette comédie? Ou d'essayer quelque chose de complètement différent, dit Agatha en sortant de son sac une petite affiche. Ce soir, au théâtre de la place San Polo, une troupe de Florence donne une représentation. Commedia dell'arte. Vous savez ce que c'est? J'en ai entendu parler. Des masques, de l'improvisation, des plaisanteries. Exactement. Et dans cette troupe, il y a une jeune fille. Elle s'appelle Beatrice. Elle joue Colombine, la servante, rusée et spirituelle. La ville est folle d'elle. Bastien prit l'affiche. On y voyait des silhouettes en costumes éclatants et masques. Arlequin, pantalon, le docteur. Vous me proposez d'épouser une actrice? Je vous propose de la rencontrer. Sans condition, sans liste de dettes, sans jeu politique. Simplement la rencontrer et voir ce qui se passera. Agatha, les actrices n'épousent pas des gens de mon milieu. Cela ruinerait définitivement ma réputation. Vous reste-t-il encore quelque chose à ruiner? Dit-elle en se levant. Signor Bastien, vous avez renoncé à l'argent, au nom, au pouvoir. Peut-être est-il temps d'essayer ce qui n'a pas de prix? Une véritable rencontre humaine? Elle posa l'affiche sur la table et se dirigea vers la porte.
La représentation commence à 8 heures. Soyez-y. Ou n'y soyez pas. C'est votre choix. » Elle partit, et Bastien resta seul avec l'affiche. Des couleurs vives, des masques rieurs. Il y avait quelque chose d'attirant là-dedans. La promesse de légèreté, de gaieté, d'une vie sans le poids des conventions. Il regarda sa montre. Il restait quelques heures avant le soir. Le théâtre de la place San Polo ne ressemblait en rien au somptueux palazzi où l'on donnait des mascarades. C'était un simple bâtiment de bois, avec une scène couverte et des rangées de bancs pour les spectateurs. Quand Bastien arriva, la place était déjà pleine de monde. Des marchands, des artisans, des étudiants, quelques nobles venus voir le divertissement populaire. Il acheta un billet et entra. Ça sentait le bois, la poussière et le vin bon marché que l'on servait entre les rangées. Il s'assit au milieu de la salle, parmi le petit peuple, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit simplement homme, et non bâtard en quête d'épouse. La représentation commença par un roulement de tambour. Harlequin bondit sur scène, dans un costume bariolé de losanges multicolores, avec un masque noir. Il faisait des culbutes, sautait, lançait des plaisanteries, et la salle riait. Puis apparut Pantalon, un vieux Vénitien avare en pourpoint rouge et au nez crochu. Il marmonnait à propos d'argent, de commerce, et les gens se reconnaissaient en lui ainsi que leur connaissance. Et puis elle entra, Béatrice, Colombine. Elle portait la simple robe d'une servante, chemise blanche, jupe noire, tablier, les cheveux blonds, tressés. Sur le visage, un petit masque noir ne couvrant que les yeux. Mais l'essentiel n'était pas dans le costume. L'essentiel était dans sa façon de bouger, légère, libre, comme si elle dansait au lieu de marcher. Elle parlait vite, avec esprit, improvisant au fil du jeu. Quand Harlequin tentait de l'embrasser, elle se dérobait, lui donnait une gifle, et la salle rugissait de rire. Quand Pantalon lui offrait de l'argent, elle faisait mine d'accepter, puis lui arrachait la bourse et s'enfuyait. Je veux vous raconter ce qui vient de se passer sur cette scène. La comédie dell'arte est née en Italie au milieu du XVIe siècle comme une réponse populaire au théâtre de cour ennuyeux. Pas de pièces écrites, pas de répliques apprises, juste des masques, une trame narrative et une improvisation frénétique. Les acteurs saisissaient les cris du public, les transformaient en blagues, se moquaient des riches en plein visage, et la foule rugissait d'enthousiasme. Chaque masque était une philosophie. Harlequin, dans son costume bariolé, est un serviteur affamé, plus rusé que n'importe quel maître, car la survie lui a appris à mentir, à voler et à se débrouiller. Pantalon, dans sa redingote rouge, est un marchand vénitien qui aime l'argent, au point d'être prêt à vendre sa propre fille pour un florin supplémentaire. Et le public reconnaissait en lui ses employeurs, ses voisins, lui-même. Colombine, une servante qui est plus intelligente que tous les maîtres réunis, qui dirige l'intrigue en tirant sur les ficelles de la vanité et de la stupidité masculine. C'était un théâtre dangereux. Ici, on disait la vérité sous le couvert de la plaisanterie, et les autorités le comprenaient. C'est pourquoi les troupes erraient de ville en ville, sans s'attarder longtemps. Aujourd'hui, elles amusent le peuple à Venise, demain à Padoue, dans une semaine à Florence, jusqu'à ce que la garde municipale décide que les plaisanteries vont trop loin. Et Béatrice, jouant Colombine, faisait ce qu'elle ne pouvait pas faire dans la vie ordinaire. Elle commandait des hommes, les frappait, les trompait, se moquait d'eux. Pendant 1 heure, elle devenait libre. Bastien riait avec tous les autres. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri ainsi. De bon cœur, pas par politesse. Le spectacle dura plus d'1 heure. Quand il se termina, les acteurs vinrent saluer. Béatrice se tenait au centre, main dans la main avec Harlequin et Pantalon, et souriait. Pas un sourire d'actrice, mais un vrai, large, heureux. Les gens se dispersaient, mais Bastien resta assis. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Aller dans les coulisses? Se présenter?
Cela semblait stupide. Mais alors il vit Agatha sortir d'un passage latéral et lui faire signe de la main. « Venez, signor, elle vous attend. » Dans les coulisses, c'était étroit et bruyant. Les acteurs retiraient leurs costumes, essuyaient leur maquillage, buvaient du vin directement à la bouteille. Arlequin, un jeune homme au visage joyeux, donna une tape sur l'épaule de Bastien. « Le spectacle vous a plu, signor ?»« Beaucoup. Alors, nous ne nous sommes pas donné tant de mal pour rien. » Agatha le conduisit dans une petite pièce au fond. Là, Béatrice était assise devant un miroir et retirait son masque. Le voyant dans le reflet, elle se retourna. Sans masque, elle était encore plus belle. Un visage rond, avec un nez retroussé amusant et des fossettes aux joues. Des yeux verts, vifs, pleins de curiosité. « Signor Bastien ?» demanda-t-elle, et sa voix était la même, claire, avec un léger enrouement. « Oui, Donna Beatrice, Votre spectacle était magnifique. » Elle éclata de rire. « Ne m'appelez pas Donna. Je suis une simple actrice, juste Beatrice. »« Alors juste Bastien, » sourit-il. Agatha toussa. « Je vous laisse. Beatrice, montre la ville au signor. Tu as ta soirée de libre. » Elle partit, et ils restèrent seuls. « Vous voulez vous promener ?» proposa Beatrice. « Je connais une taverne ici. Le vin y est bon, et la nourriture pas très bonne, mais au moins c'est gai. » « Avec plaisir. » Ils sortirent sur la place. La nuit tombait, les lanternes s'allumaient. Béatrice marchait à ses côtés, et les gens la reconnaissaient, criaient des salutations. Bastien marchait et ressentait quelque chose d'étrange, de la légèreté, comme s'il avait ôté un lourd manteau. La taverne se trouvait dans une ruelle étroite, bondée de monde. Ils trouvèrent une table dans un coin, et Béatrice commanda du vin et du poisson grillé. « Alors pourquoi êtes-vous venu au spectacle ?» demanda-t-elle quand on leur apporta à manger. « Agatha m'a dit que vous cherchiez une épouse. C'est vrai ?» « C'est vrai. » Bastien ne mentit pas. « Mais après 3 échecs, je ne suis plus sûr de savoir qui je cherche. »« Racontez. » Et il raconta. Donna Lucia, qui voulait acheter un titre. Isabella, qui était un appât pour éponger des dettes. Lavinia, qui faisait partie d'un jeu politique du baron. Béatrice écoutait sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle but une gorgée de vin et dit « Vous savez quel est votre problème ? Que je suis un bâtard ? Non. Que vous cherchez une épouse parmi des gens pour qui le mariage est une transaction. Essayez de chercher parmi ceux pour qui c'est autre chose. Par exemple, moi, sourit-elle. Je suis actrice. Je n'ai pas de titre, pas d'argent, pas de relation. Tout ce que j'ai, c'est la liberté et le don de rire. Vous voulez essayer ça, à la place de tout le reste ? Bastien la regarda. Ce visage amusant, cette assurance, cette légèreté. Vous êtes sérieuse ? Pourquoi pas ? J'ai besoin d'un mari. Vous avez besoin d'une épouse. Nous nous plaisons. Tout le reste, on peut l'inventer après. Ils restèrent à la taverne jusqu'à minuit. Parlèrent de tout. Du théâtre, des livres, des voyages de la troupe à travers les villes d'Italie. Béatrice se racontait des histoires. Drôles, tristes, absurdes. Bastien riait. Et il lui semblait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Pas un titre, pas de l'argent, pas une position, mais simplement quelqu'un avec qui c'était facile. Quand ils sortirent de la taverne, les rues étaient désertes. Seules quelques lanternes éclairaient le pavé. « Vous me raccompagnez ?» demanda Béatrice. « Nous logeons dans une auberge au Rialto. » Ils marchèrent lentement, en silence, et sur le pont, elle lui prit la main. « Merci pour cette soirée. Juste, Bastien. »« Merci à vous. Juste, Béatrice. »
Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. « Venez demain. Regardez encore un spectacle. Et ensuite, nous déciderons de la suite. » Il la raccompagna jusqu'à l'auberge et rentra chez lui. Il marchait en pensant que peut-être tout pouvait encore s'arranger. Peut-être avait-il vraiment trouvé la sortie de ce labyrinthe. Le matin, un serviteur le réveilla. « Signor, un messager de la signora Agata est là. Il dit que c'est urgent. » Bastien descendit. Le messager lui tendit une lettre, scellée, mais le sceau était brisé, comme si la lettre avait été ouverte à la hâte. Il la déplia et lut. « Signor Bastien, vous êtes devenu l'objet de ragots. Une rumeur s'est répandue dans la ville, selon laquelle vous avez passé la soirée avec l'actrice Béatrice. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que Béatrice était fiancée à un marchand de Florence. Ils se sont disputés il y a 2 semaines. La rencontre avec vous est sa vengeance contre lui. Elle voulait qu'il la voie avec un noble. Vous avez été utilisé, signor. Et maintenant, toute la ville se moque. On dit que le bâtard qui cherche une épouse est devenu le jouet d'une actrice. Je suis désolé. » Agata Bastien se tenait là, la lettre à la main, et les mots se brouillaient devant ses yeux. Utilisé. Encore. Même ici, dans cette simplicité, dans cette légèreté, même ici, il y avait du mensonge. Il s'habilla et sortit dans la rue. Les gens le regardaient et chuchotaient. Certains riaient ouvertement. Il marchait sans lever la tête et sentait tout se contracter à l'intérieur en un nœud serré. Devant le théâtre de la place San Polo, des gens s'agglutinaient, venus pour la représentation de l'après-midi. Bastien se fraya un chemin jusqu'à l'entrée. « J'ai besoin de voir Béatrice. »« Elle se prépare pour le spectacle, » dit le gardien. « Dites-lui que le signor Bastien est là. » Le gardien s'en alla. Quelques minutes plus tard, elle apparut, déjà en costume de colombine, le visage maquillé. « Bastien, » sourit-elle, « vous êtes venu voir. »« C'est vrai ?» l'interrompit-il. « À propos du marchand de Florence ?» Le sourire disparut. « Qui te l'a dit ?»« Peu importe. C'est vrai ?» Elle garda le silence, puis hocha la tête. « Oui. Mais cela ne signifie pas que la soirée d'hier était un mensonge. Cela ne signifie pas... » Bastien éclata de rire, amèrement, méchamment. « Tu t'es servi de moi pour lui faire mal. J'ai été ton arme. Bastien, écoute. Non, c'est toi qui vas écouter. Je suis fatigué. Fatigué d'être acheté, vendu, utilisé. Chaque rencontre est un jeu dans lequel je perds toujours. Et toi, je pensais que tu étais différente. » Béatrice fit un pas en avant. « Je suis différente. Hier était réel. Je n'ai pas menti. Mais tu n'as pas dit la vérité. » Elle baissa la tête. « Pardonne-moi. » Bastien se retourna et s'en alla. À travers la foule, à travers les regards moqueurs, à travers les chuchotements. Il marchait, et ses oreilles bourdonnaient. Chez lui, il s'assit près de la fenêtre et contempla longuement la ville. Là-bas, quelque part, Béatrice jouait colombine et faisait rire les gens. Là-bas, quelque part, Donna Lucia marchandait avec de nouveaux candidats. Là-bas, le baron Santelli tissait de nouvelles intrigues. Et lui était resté ici, seul, avec une réputation définitivement ruinée. La saison du carnaval se poursuivait, mais pour Bastien, elle était déjà terminée. Pendant 3 semaines, Bastien ne sortit pas de chez lui. Le domestique apportait de la nourriture qu'il touchait à peine. Des lettres arrivaient, d'Agatha, du frère Alberto, de quelques connaissances. Il ne les ouvrait pas.
Il les rangeait simplement dans le tiroir du bureau et fermait à clé. Les ragots sur le scandale avec l'actrice s'apaisèrent progressivement. La ville trouva de nouveaux sujets de conversation. Quelqu'un avait fait faillite. Quelqu'un s'était enfui avec la femme d'un autre. Quelqu'un était mort dans des circonstances mystérieuses. Bastien fut oublié. Cela apportait à la fois soulagement et amertume. Même comme objet de moquerie, il s'était révélé insuffisamment intéressant. La saison du carnaval touchait à sa fin. Il restait une semaine avant le carême, quand tous les divertissements cesseraient et que la ville se plongerait dans l'austérité et la pénitence. Le dernier bal masqué devait avoir lieu au Palais des Doges, l'événement le plus grandiose de la saison, où affluaient des invités de toute l'Italie. Bastien n'avait pas l'intention d'y aller. Pourquoi? Pour être à nouveau objet de pitié ou de moquerie. Pour rencontrer quelqu'un de ceux qui l'avaient rejeté ou qui l'avaient rejeté. Mais le soir du jour où devait se tenir le bal masqué, on frappa à la porte. Le domestique annonça que la signora Agatha était venue. Bastien descendit. Elle se tenait dans le salon, dans sa robe noire habituelle, le visage las. « Signor Bastien, » dit-elle sans préambule, « la saison se termine. » « Je sais. »« Vous ne vous êtes pas marié. »« Je sais. »« Cela signifie que votre frère ne tiendra pas sa promesse. Vous resterez un bâtard sans avenir. »« J'ai toujours été un bâtard sans avenir. » Bastien parlait calmement, sans amertume. Simplement, je me suis permis de penser qu'il pouvait en être autrement. Agatha s'approcha. « Aujourd'hui a lieu le dernier bal masqué. La dernière chance. » « Je n'irai pas. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis fatigué, Agatha. Fatigué de faire semblant. Fatigué de marchander. Fatigué d'être une marchandise sur le marché. Que la saison se termine. Je retournerai dans mon domaine et vivrai tranquillement, comme vivent tous les gens insignifiants. Elle le regarda longuement, d'un air scrutateur. « Vous avez changé, signor. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous étiez plein de fierté et d'espoir. Maintenant, vous êtes simplement fatigué. » La vie enseigne. Il eut un sourire amer. Agatha sortit de son sac un masque, simple, noir, sans ornement. « Allez-y non pas pour chercher une épouse. Allez-y pour faire vos adieux. À la saison, à cette aventure, à cette partie de vous-même qui croyait encore. Fermez ce chapitre dignement. » Elle posa le masque sur la table. « Je serai là-bas. Si vous changez d'avis, trouvez-moi. » Elle partit, et Bastien resta seul avec le masque. Il le contempla longuement, puis le prit dans ses mains. Léger, frais, vide. Faire ses adieux. Peut-être y avait-il un sens à cela. Il monta à l'étage et sortit son plus bel habit, celui-là même, bordeaux foncé avec broderie dorée, qu'il portait lors de la rencontre avec Donna Lavinia. Il le revêtit, se coiffa, noua sa cravate. Il se regarda dans le miroir. Le même homme qu'il y a 3 mois, mais comme différent, fatigué, plus vieux. Il prit le masque et sortit de la maison. Le palais des Doges était illuminé au point de sembler brûler de l'intérieur. Des centaines, des milliers de bougies aux fenêtres, sur les balcons, dans les jardins. La musique coulait par les portes ouvertes. Non pas une seule mélodie, mais plusieurs orchestres simultanément. La place devant le palais était encombrée de carrosses. Les gondoles à l'embarcadère se balançaient sur les flots. Bastien mit son masque et entra à l'intérieur. C'était une mer de gens, tous masqués, des simples noirs aux plus complexes, ornés de plumes, de perles, d'or. Impossible de savoir qui se trouvait devant vous. Un noble, un marchand ou un domestique.
Le bal masqué égalisait tout le monde. Il prit un verre de vin et traversa les salles. Partout on dansait, on riait, on buvait. Dans une salle, on présentait des tours de magie. Un prestidigitateur faisait disparaître des colombes et apparaître des pièces. Dans une autre, un poète lisait des vers sur l'amour et la mort. Dans une troisième, les gens s'agglutinaient simplement, bavardaient, flirtaient. Bastien ne s'attardait nulle part. Il marchait, observait, faisait ses adieux. À ce monde, à ces jeux, à cet espoir. Dans l'une des salles du fond, il régnait plus de calme. Des tables garnies de mets y étaient dressées, et il y avait moins de monde. De grandes fenêtres donnaient sur le canal, et les feux des gondoles s'y reflétaient. Il s'approcha de la fenêtre et contempla l'eau. Quelque part en bas clapotaient les vagues, et ce son était presque apaisant. Vous aussi, vous vous cachez de la foule ? Il se retourna. Une femme en masque se tenait près de lui. Le masque était inhabituel, blanc, couvrant tout le visage, avec des fentes pour les yeux et la bouche. Par-dessus le masque était jeté un voile blanc, comme celui d'une mariée. La robe aussi était blanche, simple, sans ornement. Les cheveux étaient dissimulés sous le voile. On n'en voyait ni la couleur, ni la longueur. « On peut dire cela ?» répondit Bastien. « Moi aussi, » dit-elle, en s'approchant pour se tenir à ses côtés, le regard tourné vers la fenêtre. Trop de bruit, trop de masques, derrière lesquels se cachent d'autres masques. Sa voix était moyenne, ni haute, ni basse. Agréable, calme. L'accent ne permettait pas de deviner d'où elle venait. « Vous philosophez, Donna ?» dit Bastien. « Et vous savez comment je m'appelle ?»« Non. C'est simplement une formule de politesse. »« Alors ne m'appelez pas Donna. Je ne suis qu'une inconnue masquée. »« Et moi, un simple inconnu. » Elle rit, doucement, mais sincèrement. « Bien, inconnu. Pourquoi êtes-vous si triste? C'est un bal masqué. On est censé s'y amuser. Parce que je suis venu ici pour faire mes adieux. À qui? Aux illusions. » Et se tourna vers lui. Derrière le masque, on ne voyait pas son visage, seulement ses yeux, sombres, attentifs. « Parlez-moi de vos illusions, inconnu. » Et il raconta. Sans savoir pourquoi, peut-être parce qu'elle était une inconnue et qu'il ne la reverrait jamais. Peut-être parce qu'il était las de se taire. Il raconta toute la saison. Donna Lucia, Isabella, le baron Santelli, Béatrice. Comment il avait cherché une épouse et n'avait trouvé à chaque fois qu'un marché. Elle écouta en silence, sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle dit « Savez-vous quelle est votre erreur? D'être un bâtard? Non. D'avoir cherché une épouse comme on cherche un emploi, avec des conditions, des négociations, des contrats. Mais les gens ne sont pas des contrats. Comment faut-il chercher alors? D'aucune façon. Simplement se rencontrer, parler, voir si quelque chose de vrai naît. Comme nous en ce moment? Comme nous en ce moment. Il se tenait près de la fenêtre, et dans la salle, le calme s'installait peu à peu. Les gens se dispersaient vers d'autres pièces où l'ambiance était plus joyeuse. « Voulez-vous marcher avec moi ?» proposa-t-elle. « Il y a une galerie avec des tableaux. » Ils traversèrent plusieurs salles et montèrent un escalier. La galerie était longue, étroite, avec des rangées de tableaux au mur. Des portraits de doges, des scènes de bataille, des sujets bibliques. Les bougies brûlaient clairsemées, et la plus grande partie de la galerie baignait dans la pénombre. Ils avançaient lentement, s'arrêtant devant les tableaux. « Ce doge-là, » dit-elle en désignant le portrait d'un vieil homme sévère en manteau rouge, « a régné 40 ans.
On dit qu'il était sage, mais cruel. Il a même fait exécuter son propre fils pour trahison. Comment savez-vous cela? J'aime les histoires, surtout les tristes. Pourquoi les tristes? Parce qu'elles contiennent de la vérité. Les histoires heureuses mentent généralement. Bastien s'arrêta et la regarda. Et votre histoire, elle est heureuse ou triste? Triste, dit-elle simplement, sans dramatiser. Mais cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je suis ici, avec vous. Et c'est bien. Ils arrivèrent au bout de la galerie, où se trouvait un banc près d'une grande fenêtre. Ils s'assirent. En bas s'étendait la cour intérieure du palais, vide et silencieuse. « Puis-je vous poser une question ?» demanda Bastien. « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous adressé la parole? Pourquoi m'avoir choisi, moi ?» Elle resta silencieuse un instant. « Parce que vous étiez seul près de la fenêtre. Et dans votre posture, il y avait tant de lassitude que j'y ai reconnu une âme sœur. Vous aussi, vous êtes lasse? Très. » Ils restèrent assis en silence. Quelque part au loin jouait de la musique, quelque part des gens riaient. Mais ici, il n'y avait que deux inconnus masqués, et il semblait que le monde entier était resté là-bas, en bas. « Savez-vous ce que j'ai compris à ce bal masqué ?» dit-elle. « Que les masques ne cachent pas. Ils libèrent. Quand personne ne sait qui vous êtes, vous pouvez être vous-même. Et qui êtes-vous? Je suis celle qui est ici avec vous en ce moment. Cela suffit. » Bastien tendit la main et toucha la sienne. Elle ne se déroba pas. Ils restèrent assis, main dans la main, et c'était étrangement intime, plus que tous les baisers échangés lors d'autres bals masqués. « Inconnu, dit-il doucement, si nous nous étions rencontrés à un autre moment, dans d'autres circonstances, non, l'interrompit-elle. Ne pensez pas à ce qui aurait pu être. Il n'y a que ceci maintenant. Maintenant. » La cloche sonna minuit. Des coups sourds, lents. Elle se leva. « Je dois partir. »« Déjà ? » ?»« Oui. Le bal masqué se termine. Ou commence. » Selon la façon dont on voit les choses. Il se leva à son tour. « Puis-je vous raccompagner ? » ?»« Non, je dois partir seul. »« Mais comment vous retrouver ? Au moins votre nom. » Elle secoua la tête. « Ne me cherchez pas, inconnu. Cette rencontre était hors du temps, hors de la vie. Elle était vraie précisément parce qu'elle n'aura pas de suite. » Elle sortit des plis de sa robe une étoffe blanche, longue, fine, un voile de mariée. « Prenez ceci, » dit-elle en le lui tendant, comme souvenir d'une rencontre qui aurait pu être un commencement, mais qui fut une fin. Bastien prit le voile. L'étoffe était légère, presque immatérielle. « Qu'est-ce que cela signifie ? » ?»« Ce que vous voudrez. » Elle fit un pas vers lui, se dressa sur la pointe des pieds et effleura sa joue de ses lèvres. À travers le masque, mais il sentit quand même la chaleur. « Adieu, inconnu. Soyez heureux. Ou du moins, libre. » Elle se retourna et s'engagea dans la galerie. Robe blanche, voile blanc. Elle se déplaçait comme un fantôme, comme un rêve. Bastien resta immobile et la regarda s'éloigner. À la sortie de la galerie, elle se retourna, une dernière fois. Elle agita la main et disparut dans l'obscurité. Bastien resta seul. Dans les mains, un voile blanc. Dans la poitrine, un sentiment étrange qu'il ne pouvait nommer. Ni joie, ni chagrin. Quelque chose entre les deux. Plénitude et vide à la fois. Il descendit. Chercha Agatha, mais ne la trouva pas. Chercha la femme en blanc. Ne la trouva pas non plus. Interrogea les gens,
Personne ne l'avait vue, personne ne savait. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Peut-être était-ce un rêve, l'hallucination d'un homme épuisé. Mais le voile dans ses mains était bien réel. Il sortit du palazzo alors que l'aube commençait à poindre. La place était déserte. Des balayeurs ramassaient les ordures, les restes de la fête. Les gondoles se balançaient à l'embarcadère, vide. La saison du carnaval était terminée. Bastien rentra chez lui lentement, tenant le voile dans ses mains. Le tissu blanc flottait au vent, comme un étendard de l'inaccompli. Le carême commença le lendemain du carnaval. La ville sembla revêtir le deuil. Les tavernes fermèrent, la musique se tut, les gens marchaient en vêtements sombres, tête baissée. Les églises étaient pleines de pénitents. Les prêtres lisaient des sermons sur les péchés et la rédemption. Venise était devenue autre, austère, silencieuse, presque étrangère. Bastien se réveilla tard, la tête lourde, et avec le sentiment que tout ce qui s'était passé durant la nuit n'était qu'un songe. Mais le voile était posé sur la chaise près du lit, blanc, réel. Il se leva, s'en approcha, le prit dans ses mains. Le tissu était fin, presque transparent, avec une broderie sur le bord. De petites fleurs, à peine visibles. Qui était-elle? Pourquoi lui avait-elle parlé? Pourquoi avait-elle laissé cela? Des questions sans réponse. Comme tout dans sa vie, ces derniers mois. Le domestique apporta le petit déjeuner, que Bastien ne toucha pas une fois de plus. Puis il apporta des lettres. Elles s'étaient accumulées pendant le temps où il se cachait du monde. Bastien les parcourut. Des factures du tailleur, du marchand de vin, de l'écurie. Encore une lettre d'Agatha, brève. « Venez quand vous serez prêts. Il faut clore les affaires. » Et une lettre de son frère, Alberto. Bastien regarda longuement le sceau aux armes comtales, puis l'ouvrit. « Mon frère, je t'écris pour la dernière fois à ce sujet. La saison est terminée. Tu ne t'es pas marié. Notre accord est donc caduc. Je ne paierai pas tes dettes, et je ne t'installerai pas au conseil. Tu as choisi cette voie toi-même, mais je ne suis pas un monstre. Le domaine reste le tien. La petite rente que notre père t'a laissée est également maintenue. Tu pourras vivre tranquillement, si tu apprends à modérer tes appétits. Si tu veux me voir, viens. Je suis toujours ton frère, même si tu n'as pas répondu aux espoirs. Alberto. Bastien replia la lettre. Aucune colère, aucune rancœur, juste un constat. Il avait perdu. La partie était finie. Étrangement, il n'éprouvait pas le désespoir qu'il avait anticipé. Il y avait du vide, certes, mais un vide calme, presque apaisé. Comme si quelque chose de lourd qu'il avait traîné pendant des mois était enfin tombé et s'était brisé. Il s'habilla et sortit de chez lui. La journée était grise, venteuse. Dans les rues, erraient des gens en vêtements sombres, des moines portaient des croix, quelque part, on chantait des psaumes. Bastien traversa la ville en direction de la maison d'Agatha, et il lui semblait marcher dans les décors d'un spectacle étranger. Agatha le reçut dans le même salon où tout avait commencé 3 mois auparavant. Seulement maintenant, il n'y avait plus de rouleaux avec des noms sur la table, plus de livres. Seulement 2 coupes et une carafe de vin. « Signor Bastien, dit-elle, asseyez-vous. Buvons à la fin de l'aventure. » Il s'assit. Elle versa le vin, sombre, épais. « Ainsi, nous avons perdu, » dit Agatha en levant sa coupe. « Nous » sourit-il amèrement. « Je pensais avoir perdu seul. »« Non, signal. J'ai perdu moi aussi. J'ai pris une commission et je n'ai pas accompli le travail. C'est mauvais pour la réputation. » Ils trinquèrent et burent. « Voulez-vous que je vous dise la vérité ?» Agatha posa sa coupe sur la table. « J'ai vu que tout irait de travers dès la 2e rencontre.
avec Donna Isabella. Pourquoi? Parce que vous ne cherchiez pas une épouse. Vous cherchiez le salut. Et le mariage ne sauve pas, signor. Le mariage n'est qu'un contrat entre deux personnes qui ont convenu de vivre ensemble. Rien de plus. Bastien se versa encore du vin. Alors pourquoi avez-vous continué? Pourquoi avez-vous organisé les autres rencontres? Parce que je pensais que vous le comprendriez par vous-même. Et que vous apprendriez à chercher non pas le salut, mais simplement un être humain. Peut-être l'avez-vous appris. Au dernier bal masqué, avec cette femme en blanc. Il leva la tête. Vous savez, pour elle, je vous ai vu sortir du palazzo avec le voile dans les mains. J'ai vu votre visage. Vous étiez différent. Comment? Vivant. Ils restèrent assis en silence. Quelque part derrière la fenêtre, on chantait. Un chœur d'église. Une mélodie lente et triste. « Qu'allez-vous faire maintenant, signor ?» demanda Agatha. « Je ne sais pas. Je retournerai au domaine. Je vivrai tranquillement. Lire des livres, s'occuper du jardin, peut-être prendre un chien, » disait-il, en comprenant que cette vie ne l'effrayait plus autant qu'avant. « J'arrêterai de prouver au monde que j'ai le droit d'exister. J'existerai, simplement. » Agatha sourit. « Sage décision. Vous savez ce qui est le plus drôle? » Quoi donc? Toutes ses fiancées, Donna Lucia, Isabella, Lavinia, elles se sont toutes mariées à d'autres, à ceux qui étaient prêts à accepter leurs conditions. Et elles sont toutes malheureuses. Lucia a obtenu son titre, mais son mari la déteste. Isabella a épousé un vieillard riche qui a éteint les dettes de son père, et maintenant elle est enfermée dans sa maison, comme dans une prison. Lavinia n'est qu'un instrument entre les mains de son oncle, rien de plus. Et Béatrice? Béatrice? Agatha se versa encore du vin. Béatrice est retournée auprès de son marchand. Ils se sont réconciliés. Mais je l'ai vue dans la rue il y a une semaine. Elle ne riait pas. Et une actrice qui ne rit pas, c'est un triste spectacle. Bastien finit son vin et se leva. Merci, signora Agatha, pour votre honnêteté, pour avoir essayé, pour tout. Elle se leva à son tour. Merci à vous, signor Bastien. Vous avez été un client intéressant. J'ai beaucoup appris de vous. Quoi donc? Que parfois, le refus est aussi une victoire. Il s'inclina et sortit. Dehors, la nuit était tombée. L'allumeur de réverbère allumait les feux, lentement, méthodiquement, d'un réverbère à l'autre. Bastien rentrait chez lui en pensant qu'il commencerait à faire ses bagages dès le lendemain. Le domaine était à 3 jours de route. Un petit endroit tranquille sur une colline, avec un vignoble et une oliveraie. Il n'y était pas retourné depuis plus d'1 an. Chez lui, un autre visiteur l'attendait. Alberto était assis dans le salon, dans un fauteuil près de la cheminée. Grand, large d'épaules, vêtu d'un pourpoint coûteux, avec un anneau comtal au doigt. Le frère, le fils légitime, l'héritier. Bastien, il se leva quand celui-ci entra. « Tu as reçu ma lettre ?»« Oui. Je ne voulais pas venir, mais il m'a semblé que nous devions parler. Pas par lettre. » Bastien s'approcha de la table, se versa du vin. Il n'en offrit pas à son frère. Celui-ci tenait déjà un gobelet. « De quoi parler, Alberto? Tout est clair. J'ai perdu. La partie est terminée. » Ce n'était pas une partie. Alberto fit un pas en avant. « Je voulais vraiment t'aider. » « M'aider ?» Bastien eut un sourire amer. « Tu voulais vérifier jusqu'où j'étais prêt à m'humilier pour obtenir ta reconnaissance. Et je l'ai montré. Très près. J'ai dansé, souri, négocié.
J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Et j'ai quand même perdu. Tu n'as pas perdu. Tu as simplement refusé de jouer selon les règles des autres. C'est la même chose. Alberto posa son gobelet sur la table. Non, frère, ce n'est pas la même chose. Perdre, c'est abandonner. Et toi, tu n'as pas abandonné. Tu as renoncé à l'argent, au pouvoir, à tout ce que tu aurais pu obtenir, parce que tu n'as pas voulu te vendre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Bastien le regarda. Ce visage si semblable au sien, mais différent. Assuré, calme, habitué à ce que le monde lui appartienne. C'est facile de parler de force quand on est comte, dit Bastien doucement. Quand on a tout, le titre, la richesse, une épouse, la reconnaissance, moi je me retrouve avec rien. Avec rien? Alberto secoua la tête. Tu as ce que je n'ai pas. La liberté. Moi, je suis lié pieds et poings. Par les dettes, les obligations, la politique de mon beau-père. Je ne peux même pas choisir où vivre. Toi, tu peux. Tu peux partir dans ton domaine, fermer la porte et ne laisser entrer personne. Cela vaut cher, frère. Bastien resta silencieux. Les mots de son frère étaient vrais, et cela les rendait encore plus amers. Alberto s'approcha de la porte, mais sur le seuil, il se retourna. Je ne voulais pas que tout se passe ainsi, Bastien. Je voulais vraiment t'aider. Je ne savais simplement pas comment. Pardonne-moi. Il partit, et Bastien resta seul. Pendant plusieurs jours, il fit ses bagages. Le domestique emballait les livres, les vêtements, les quelques objets de valeur. Le domaine était petit, et il n'y entrerait pas beaucoup de choses. Le dernier soir avant le départ, Bastien monta à la galerie, une pièce étroite à l'étage supérieur où son père gardait autrefois sa collection. Des armes au mur, quelques tableaux, de vieilles cartes. Les fenêtres donnaient sur la ville, sur les toits, sur les canaux, sur les clochers lointains. Bastien se tint près de la fenêtre et sortit le voile de sa poche. Il le déplia, le tenant à bout de bras. Le tissu blanc ondulait dans le vent qui entrait par la fenêtre ouverte. Un voile de mariée. Symbole d'un mariage qui n'avait pas eu lieu. Ou symbole d'une rencontre qui avait été vraie précisément parce qu'elle n'avait pas eu de suite. Il pensa à l'inconnue. Qui était-elle? Pourquoi lui avait-elle parlé? L'avait-il inventée dans son désespoir? Ou était-elle réelle? Et il comprit que cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était ce qu'elle avait dit. Vous avez cherché une épouse comme on cherche un emploi, avec des conditions, des négociations, des contrats. Mais les gens ne sont pas des contrats. Elle avait raison. Pendant tous ces mois, il avait cherché une solution, un moyen de devenir quelqu'un d'autre. Mais le problème n'était pas l'absence d'épouse. Le problème était qu'il ne pouvait pas s'accepter tel qu'il était. Bâtard, né hors mariage. Un homme sans titre, sans grande richesse, sans grand avenir. Mais un homme libre. Il replia le voile et le remit dans sa poche. Puis il regarda la ville, les lumières aux fenêtres, la fumée des cheminées, la vie qui continuait, malgré tout. Demain, il partirait. Il fermerait ce chapitre. Il en commencerait un nouveau, tranquille, simple, sans illusion. Et il emporterait le voile avec lui. Pas comme un rappel de son échec, mais comme un rappel que quelque part, une seule nuit, il avait été simplement un homme parlant à un autre être humain. Sans masque, sans transaction, sans marchandage. Et cela avait été vrai. En bas, dans la rue, quelqu'un chantait, un marin ivre qui revenait du navire. La chanson était grossière, discordante, mais joyeuse. La vie continuait. Elle continuait toujours. Bastien ferma la fenêtre et descendit.
Dans le coin se trouvaient les affaires, prêtes pour le départ. Demain, la voiture les emporterait, et lui avec, loin de cette ville, de ces jeux, de cette saison. Le bal masqué était terminé, mais pas la vie. Il s'assit près de la cheminée et sortit un livre, vieux, usé, Pétrarque, qu'Isabelle avait lu autrefois. Il l'ouvrit au hasard. Béni soit le jour, le mois, l'été, l'instant où pour la première fois je tournais mon regard vers ses beaux yeux. Il lisait, et les mots se déposaient dans son âme avec régularité, avec calme. Pétrarque avait aimé Laure toute sa vie, et n'avait jamais été avec elle. Mais cela n'avait pas rendu son amour moins vrai. Peut-être Bastien aussi cherchait-il toute sa vie quelque chose qu'il ne trouverait jamais. Mais cela ne signifiait pas que la quête avait été vaine. Il referma le livre et regarda le feu dans la cheminée. Demain, la route, les collines, les vignobles, la petite maison où personne ne l'attendait, mais où il serait chez lui. L'horloge sonna minuit, le dernier minuit dans cette maison, dans cette ville, dans cette vie. Bastien se leva, éteignit les chandelles et monta dans sa chambre. Il s'allongea sur le lit, sans se déshabiller, et ferma les yeux. Dans l'obscurité, il la revit, la femme au masque blanc, au voile blanc. Elle se tenait dans la galerie du palais et le regardait. Puis elle se retournait et s'en allait. Et la robe blanche se dissolvait dans les ténèbres. Adieu, étranger. Soyez heureux. Ou du moins, libre. Il n'était pas heureux, mais il était libre. Et c'était sans doute suffisant. Un an plus tard, Bastien reçut une lettre d'Agatha, brève. « Signor, une rumeur a couru en ville au sujet d'une femme au masque blanc. On dit qu'elle est apparue au dernier bal masqué de la saison passée, qu'elle a parlé à plusieurs hommes, puis a disparu. Personne ne sait qui elle est. Mais tous ceux à qui elle a parlé ont changé leur vie. L'un est devenu moine, un autre est parti pour le Nouveau Monde, un troisième a écrit un livre. Vous êtes parti pour votre domaine. Peut-être n'était-ce pas une femme, mais autre chose. Un ange, le destin, une dernière chance, ou simplement une femme qui cherchait elle aussi une issue. Portez-vous bien, Agatha. » Bastien plia la lettre et sortit dans le jardin. Le raisin mûrissait, les olives se gonflaient, le vent apportait l'odeur de la mer. Quelque part au loin, dans la ville, se poursuivait une nouvelle saison de bals masqués. Les gens cherchaient, marchandaient, espéraient. Et lui était ici, seul, libre. Et il gardait dans sa poche un voile blanc. La seule preuve que tout cela n'avait pas été un rêve.